qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bienvenue et bonjour à tous sur ce plateau qui se veut arc-en-ciel, puisque nous allons parler de l'Afrique, nous allons parler de développement, nous allons parler de beaucoup d'enjeux. Et pour ça, je suis heureux de savoir que Harim est avec nous depuis le Congo, Jean Larrey depuis le Togo, et puis moi du Bénin. J'espère quand même qu'on aura quand même une vision, je dirais, beaucoup plus large sur le sujet qui nous réunit autour de cette table ce soir, qui est quels sont les enjeux et défis qui pourront permettre à l'Afrique de connaître un réel développement. C'est le sujet autour duquel nous allons échanger et je vais démarrer par Harim en lui posant la question de savoir, aujourd'hui, selon toi, l'Afrique, il souffre de quel mal ? Alors déjà, merci M. Boris pour la question. Je préfère que tu me tutoies, Boris, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Du coup, merci Boris pour la question. Et moi, je pense que l'Afrique aujourd'hui, le plus grand mal de l'Afrique, si elle peine à se développer, je partirais surtout sur un problème de gestion des ressources, sur un problème d'institutionnalisation, notamment des pays africains, et aussi de l'industrialisation, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique est un pays qui produit, qui a énormément de ressources, qui a des grandes richesses, mais qui peine toujours à s'imposer sur le marché mondial. C'est un paradoxe qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent, on essaie de trouver des réflexions, il y a des réflexions autour de cela. Et donc je pense que si elle arrivait à regrouper, justement, à se regrouper autour de ces puissances-là, de cette force-là qu'elle a, elle pourrait justement s'imposer sur le marché mondial. Monsieur Jean Larrey, je dirais, quelles sont les conditions, ou du moins, quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent aujourd'hui l'Afrique de se réunir tel que Harim l'a proposé? Merci beaucoup d'abord pour cette invitation et merci pour la question. Je partirai de quelqu'un qui me fait souvent rire sur les réseaux sociaux et dit tout est à refaire. Je dirais que tout est à faire en Afrique. Tout, absolument tout. Parce que rien ne va. Et si rien ne va, je me dis, on commence par quoi? Tout est prioritaire. Et en même temps, tout est aussi urgent. Donc, on doit aller peut-être par ordre d'urgence. On doit commencer par quoi? Nous parlons de l'économie. L'économie est comparée à un corps humain. Et l'élément central dans le corps humain, c'est son sang. Quand vous videz votre sang, vous êtes cadavre. Quand vous en avez moins, vous êtes malade. Donc, la première maladie de l'Afrique, c'est que l'Afrique a un déficit sanguin. L'Afrique manque du sang. Et quand nous parlons du sang, de l'économie, on parle de l'argent. Et qui parle de l'argent, parle de la monnaie. C'est la question urgente qui doit être réglée avant toute autre chose. Malheureusement, ça n'a jamais été vu de cette façon. C'est pourquoi... Est-ce qu'on peut... Oui. Je ne vous coupe pas la parole, mais est-ce qu'on peut parler de la monnaie ou du développement aujourd'hui sans l'éducation? Je ne refuse pas. Comme j'ai dit, tout est à faire. Mais si tout est à faire, il faut savoir par où commencer. Voilà. Donc, pour éduquer, on a besoin d'un moyen financier. Et qui pas de moyens financiers, par de l'argent. Vous ne pouvez pas construire des écoles sans sous. Vous ne pouvez pas recruter des enseignants sans sous, parce qu'il faut leur garantir le salaire. Et le salaire, c'est en argent. Vous ne pouvez absolument rien faire sans l'argent. Donc, la question d'argent est une question transversale. Il touche... Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut éduquer. Mais comme je dis, tout est à faire et tout est prioritaire. Quand vous vous retrouvez dans un contexte où tout est à faire, tout est prioritaire, il faut aller par ordre d'urgence. Et à mon avis, ce qui me semble urgent, c'est la question d'argent, c'est la question monétaire. Tant qu'elle n'est pas réglée, tant qu'elle n'est pas résolue, on ne peut pas avancer. Vu qu'elle est une question transversale, elle intervient dans tous les secteurs
dans tous les domaines. Quand on prend le domaine éducatif, pour faire construire des écoles, des universités, on a forcément besoin de l'argent. Pour recruter des enseignants, on a forcément besoin de l'argent pour leur garantir le salaire. Alim, donc, tu n'es pas forcément d'être d'accord avec... Justement, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, l'argent, c'est vrai qu'elle est le centre de tout. C'est elle qui permet justement qui permet les échanges justement entre les populations. Comme on le dit, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, justement. Mais pour que cet argent circule bien, que ça tombe entre les mains de tout le monde, il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui soient aptes à le faire circuler en bonne conscience. Et que pour que ces personnes existent... Et que même pour pouvoir créer cet argent-là... Il faudrait justement qu'il y ait du potentiel pour la création de cet argent-là et les systèmes qu'il faut pour que cet argent puisse circuler normalement et qu'on ne puisse plus se plaindre de ce problème, justement. Donc, je pense que le système éducatif devait être aussi revu. C'est un axe sur lequel les États aussi doivent se concentrer, justement, pour permettre à développer leur potentiel au niveau économique et mondial. Voilà. Ok, je crois que nous disons la même chose. Parce que on a certes besoin de l'argent pour tout faire, mais en même temps, on a besoin des gens éduqués. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas éduquer sans les moyens pour construire ne serait-ce que les infrastructures d'accueil. Donc, quand je parle de tout est à faire et qu'il faut aller par ordre d'urgence, je suis en train de hiérarchiser les besoins et leur accomplissement. Voilà, tel besoin, tel besoin, tel besoin. Maintenant, il faut hiérarchiser. Qu'est-ce qui doit commencer? Ensuite, on va où et on termine par où? Donc, je me dis, ce n'est pas l'Afrique du 5e siècle, mais c'est l'Afrique du 21e siècle. Nous parlons de l'Afrique du 21e siècle. On a des comptables aujourd'hui. On a déjà des gens bien formés. On a des comptables aujourd'hui. On aura besoin d'eux. Quand on parle de la monnaie, c'est eux qui vont faire de l'argent. On a déjà des comptables, n'est-ce pas? On a des comptables, mais qui ont été formés, justement. Il n'y a pas de souci. Ils sont comptables. On va leur donner des indications. Ils vont s'occuper donc du mécanisme d'émission monétaire. Ce n'est pas véritablement un souci. Donc, ce n'est pas l'Afrique du 5e siècle dont on parle, mais c'est l'Afrique du 21e siècle, avec un potentiel qui est déjà là, mais qu'il faut réorienter en fonction de la vision qu'on donne pour que l'Afrique sorte de la situation actuelle pour vraiment être une Afrique respectée et respectable. Justement, avec un potentiel déjà existant, je vais prendre le cas des infrastructures, dans le cas congolais, sur le plan des infrastructures. Est-ce que vous pensiez qu'il y a beaucoup encore à faire au niveau, par exemple, du Congo? Parce que les infrastructures deviennent une colonne vertébrale qui doivent soutenir tout ce qui est initiative, tout ce qui est projet, tout ce qui est, idée et projet de développement. Sans infrastructure aujourd'hui, c'est compliqué. Au niveau du Congo, par exemple, est-ce que vous pensez que le Congo est aujourd'hui assez structuré ou équipé en infrastructure pouvant véritablement... je dirais, promulguer son développement? Pour la question de l'infrastructure, je pense que ça ne concerne pas que le Congo. Je crois que l'Afrique, elle est en perpétuelle construction, du moins l'Afrique subsaharienne. C'est un chantier à ciel ouvert. Exactement. Maintenant, s'il faut partir sur le problème de l'économie, de favoriser les échanges économiques, je pense que le Congo aurait bel et bien raison de mettre beaucoup d'investissements là-dessus, parce qu'il y a de nombreux projets qui peuvent favoriser justement le libre-échange. Et on remarque malheureusement qu'il y a un déficit d'infrastructures. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup justement à envisager d'améliorer justement cet aspect-là. Je prends l'exemple par exemple du Bénin où aujourd'hui on peut se dire fier de partir du sud de l'océan Atlantique et de rejoindre Sabongari ou Malanville, la dernière ville frontalière avec le Niger sur des routes bitumées. Dans le cas du Togo, quelle est la situation? Oui, la question des infrastructures, notamment routières, est épineuse. Elle est aussi urgente. Il faut la régler aussi. Comme notre ami l'a si bien dit, on ne peut pas échanger sans la route. Et quand je prends donc le Togo, on n'a pas assez reçu dans ce domaine, même si on a cru
voit un certain nombre d'efforts, mais ces efforts restent insuffisants par rapport aux besoins. Quand vous quittez donc Lomé, la capitale, vous quittez donc l'océan Atlantique pour rejoindre Songkhansé, donc la ville frontalière avec le Burkina Faso. Peut-être avec même le Ghana, voilà, puisque c'est une ville, on a 3 frontières là-bas. Voilà. Donc il y a assez de difficultés sur ce tronçon-là, qui est le seul tronçon qui dessert l'intérieur du pays, qui dessert les pays de l'Interland. Le seul qui existe n'est pas bien fait, ou à faire. Ou à refaire. Ou à refaire. Ça a été fait exactement. Maintenant, c'est dégradé. Il faut le refaire. Et jusqu'ici... Est-ce que ce n'est pas cela que les dirigeants africains ont compris pour que ces 10 dernières décennies, on remarque quand même dans certaines capitales, quand même, dans certains pays, beaucoup de chantiers en plein essor. On prend par exemple le cas du Ghana aujourd'hui, la route Aflao, Noé, aujourd'hui est en chantier. On rentre aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est très dynamique en termes de travaux, de bitumage. Est-ce que ce n'est pas ça que les dirigeants ont compris? Ils sont en train de faire un effort pour que les choses changent, pour que les populations puissent circuler librement? Oui, ils ont bien compris. Ils le savent peut-être mieux que nous. Seulement, ils sont en manque de moyens. Ou bien ils orientent les moyens vers d'autres choses. Vu que les moyens ne sont pas assez suffisants, quand ça arrive, ils voient que voilà... Quel est le domaine le plus urgent? Et les infrastructures peuvent se retrouver être peut-être en dernier ressort urgent. Hein, parce que là, si on prend les inondations, si vous avez donc de l'argent dans les caisses de l'État et qu'il y a des inondations dans les capitales, il faut déployer de l'argent. Donc cet argent facilement peut être utilisé pour régler la question des inondations. Donc une question urgente qui arrive qu'il faut urgemment régler. Ouais, justement, donc, avant de revenir à Elim, je tenais à dire que moi, par exemple, j'ai constaté au Togo la dernière fois que quand même le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour quand même remédier à ces inondations en déployant des techniciens qui avaient des pompes hydrauliques, qui essayaient de vider les eaux des maisons. Je pense quand même qu'il y a un effort colossal qui est en train d'être fait par ces gouvernements-là. Peut-être que ces inondations ne sont que peut-être le résultat des changements climatiques et ce n'est pas forcément un problème politique. Et Alim, j'allais te poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que Brazzaville pourrait être suffisamment aujourd'hui assez riche pour envoyer un pont à Kinshasa? Waouh. Puisqu'on parle de la libre circulation entre voisins. Oui. C'est une très belle question, une très bonne question et une question très actuelle parce que justement, le projet de bitumage de Brazzaville jusqu'à Kinshasa, il est bel et bien d'actualité et les autorités comptent bel et bien passer à l'action. Et je pense que cette route gagnerait, ça avantagerait justement, ça rentrerait justement dans le cadre des objectifs fixés par la coopération régionale, dans le cadre du commerce et de la libre circulation des personnes. Parce que déjà, je pense que Brazzaville et Kinshasa, ce sont les capitales les plus proches au monde. Ouais. À quelques pas. Voilà, seul le fleuve Congo libère et on a ça en commun. Et donc, ce sont nos frères d'une autre rive. Et c'est juste ce fleuve-là qui aujourd'hui nous sépare. Et justement, quand je parle de construction de ce pont-là, ça favoriserait justement ces échanges-là, commerciaux surtout. Comme on parle d'argent ici, on parle de monnaie, on parle d'efforts économiques, justement, de contributions économiques au niveau régional. Et je pense que ça améliorerait justement la qualité des échanges entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, il est, je dirais, de coutume de remarquer au niveau de nos frontières, quand je prends par exemple Douala, Libreville, ou je prends Bénin, Togo, Ghana, les hommes ont du mal à circuler. Les populations ont du mal d'aller d'un point A à un point B sans faire face à des restrictions. Encore qu'on dit qu'on vit dans une communauté ou du moins qu'on est sur un continent, ce n'est pas le même principe par rapport au Tchéguen où par exemple tu peux prendre ta voiture à Paris, te retrouver à Bruxelles ou bien aller à Borne en Allemagne et tout, sans pour autant te fier aux frontières. Aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas circuler dans les capitales africaines. Je ne sais pas si c'est votre constat. C'est effectivement, s'il faut revenir sur ce que M. Larrey disait tout à l'heure,
il y a un manque de moyens qui existe bel et bien dans ce domaine-là. Et moi, je me dis que c'est surtout là où sont tournées les priorités de nos dirigeants. Où sont tournées les priorités? Parce que je pense qu'on pourrait cadrer nos efforts sur la construction des infrastructures pour permettre justement les déplacements des personnes, le libre-échange et tout ça là. Et bon, eux, ils ont axé leur force sur autre chose. On aimerait bien voir quoi, mais je pense que ça contribuerait justement à... Monsieur Larrey, avant de revenir vers vous, aujourd'hui on remarque quand même dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de la branche atlantique, il y a un projet qui s'appelle ECOWAS, Abidjan-Lagos, qui est un projet d'autoroute qui devrait quitter Lagos pour aller à Abidjan, et ils ont investi des milliards dedans pour que les populations puissent circuler. Mais qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Je vais prendre par exemple le cas du Togo. Qu'est-ce qui empêche le Togolais de recevoir son frère béninois sans pour autant lui demander peut-être 500 francs pour des histoires de vaccins ou 1000 francs pour des histoires de passeport ou 2000 et le cas le plus critique, c'est le cas togolo-ghanéen. Oui, c'est triste ce que vous décrivez, c'est triste comme constat que nos frères en uniforme se comportent de la sorte au niveau des frontières. Et pourtant, nous sommes dans la CEDEAO. Ils sont très mal polis. Oui, nous sommes dans la CEDEAO où on parle donc de la libre circulation des biens des personnes. On se demande où est ce principe quand nos frères en uniforme nous exigent donc de payer avant de traverser. Quels que soient les documents de voyage que vous tenez, vous devez coûte que coûte payer. C'est malheureux. Et pourtant, l'Afrique de l'Ouest semble être l'une des régions, des sous-régions les mieux intégrées. Et c'est peut-être contrairement à l'Afrique centrale où il y a plus de difficultés. Mais quand je compare aussi à l'Afrique de l'Est, elle est, je crois, la région la plus intégrée. Moi, j'ai eu la chance de traverser les frontières de l'Afrique de l'Est en tant qu'étranger à cette région, mais je n'ai jamais déboursé un franc ou un dollar pour payer à une frontière, quand bien même je tenais un passeport de l'Afrique de l'Ouest. Mais chez moi, dans ma région, ah oui, chez moi, dans ma région, je paie. Je ne comprends pas. Pourquoi si? C'est même plus dangereux en Afrique centrale. C'est même plus dangereux en Afrique centrale pour mon expérience personnelle, circuler dans Bangui, même aller au Cameroun. Ah ben écoute, cet état de fait, qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que cela contribue ou contribuerait à l'unité africaine et à un essor économique qu'on souhaite? Nous sommes un même peuple. La même chose, les gens de l'Afrique centrale, c'est les Bantous. Donc c'est un même peuple. Mais pourquoi d'une région ou bien d'un pays de l'Afrique centrale à un autre, il y a des difficultés à traverser la frontière? Pourquoi d'un pays de l'Afrique de l'Ouest à un autre, on a des difficultés à traverser la frontière? Donc c'est les politiques qui doivent véritablement être clairs. Ne pas faire de l'hypocrisie. On écrit une chose, mais dans la pratique, c'est le contraire qu'on voit. Donc c'est de l'hypocrisie politique. Je dirais peut-être de nos dirigeants de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Parce que, comme je le dis, je ne vois pas ça de l'autre côté de l'Afrique de l'Est. Moi qui suis étranger à cette région, je traverse sans difficulté, sans débourser un sou. Mais pourquoi chez moi, je dois débourser de l'argent? Ça veut dire que fondamentalement, il faut que nos dirigeants des deux sous-régions d'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ils doivent prendre des mesures pour que ce qui est écrit soit appliqué. Éduquer nos frères en uniforme pour qu'ils n'aient pas la mentalité de s'enrichir quand on les affecte aux frontières. C'est ça le problème. Quand vous êtes affecté à un point de frontière, voilà, on prie, on remercie Dieu parce qu'on m'a amené... On fait des messes de remerciement. Oui, exactement, des messes d'action de grâce parce qu'on m'a amené là, je vais m'enrichir en 6 mois. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? C'est en enlevant cet argent donc des poches de vos frères et sœurs. Ce n'est vraiment pas bien. Il faut qu'on éduque nos forces de l'ordre. Éduquer nos forces de l'ordre, je pense que c'est quand même du pain sur la planche, parce que quand nous prenons le cas du Nigeria, le cas du grand voisin de l'Est du Bénin, vous ne pourriez pas faire 300 mètres si vous êtes citoyen, ayant peut-être pour accent le français. Vous ne pourriez pas faire 300-400 mètres, voire quitter
il a conduit pour Lagos sans faire un chemin de croix. Et si vous ne saviez même pas faire parfois, vous vous retrouvez dans des prisons improvisées par des individus non identifiés qui parfois enlèvent, qui s'improvisent policiers, douaniers, et c'est aujourd'hui très compliqué. Lagos-Cotonou, pas la route. Aujourd'hui, moi, je recommanderais peut-être de prendre un avion, alors que ce ne devrait être pas le cas. Prenons le Congo. Dites-nous aujourd'hui, je dirais, quel est votre rêve? Le dernier tour de table pour conclure cette entrevue. Quel est votre rêve du Congo pour l'Afrique, pour que quand même nous puissions vivre dans un ou sur un continent meilleur? Pour répondre à ça, je dirais que comme tout Congolais, que mon rêve pour le Congo, c'est surtout de voir un Congo épanoui, où il est beau y vivre, où tous les Congolais se retrouvent de la même manière que tous ceux qui sont à l'extérieur. Je dirais ça pourquoi. Déjà, aujourd'hui, nous remarquons, nous constatons, malheureusement, je veux le dire, bien que ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre, mais c'est une réalité. En Afrique, aujourd'hui, comme au Congo, au Bénin, dans de nombreux pays, de nombreuses personnes veulent immigrer, veulent sortir de leur pays parce que les conditions ne sont pas forcément réunies où ils sont. Donc aujourd'hui, moi, mon rêve pour le Congo, tout comme pour d'autres pays d'ailleurs, serait que nous soyons à l'aise chez nous et que nous puissions visiter d'autres contrées librement, en convivialité, en tant que bons frères. Parce que nous sommes tous le même peuple et nous voulons partager cette culture-là ensemble. Et c'est juste ça. Partager la culture congolaise avec l'ensemble des autres peuples africains, tel est ton rêve et tel est ton mot de la fin pour cet entretien. Nous allons aller vers M. Larrey pour qu'il puisse partager son rêve. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières pour tout citoyen qui voudrait se rendre à n'importe où il désire. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières. Je ne refuse pas qu'il y ait des vérifications de documents de voyage. Mais si moi, en tant que Togolais, je dois peut-être me rendre en France, qu'on ne m'empêche pas de m'y rendre. Parce que la France fait partie de la planète Terre que j'habite. Que si un Français veut venir au Togo, qu'on ne l'empêche pas de venir. Et pire, quand on se retrouve au sein d'une même région ou sous-région d'un continent comme l'Afrique de l'Ouest, qu'il n'y ait pas absolument de blocus, de restrictions au déplacement et au transport des marchandises et tout et tout. Donc, parce que voilà, l'homme par sa nature n'est pas fait pour rester stable à un endroit. Il va et vient, il se promène. Voilà, on se déplace. L'animal se déplace. Donc, pourquoi vouloir nous confiner? Mais maintenant qu'un déplacement, peut-être hors d'Afrique, ne soit pas mu par les mobiles économiques seulement. C'est malheureusement ça. Et vu que chacun veut protéger les rares emplois qui existent chez lui, il ne voudrait pas recevoir les étrangers. Et là, on remet le problème au système qui rend les emplois rares, qui rend l'argent rare. C'est la faute au système. Donc, si on veut que les citoyens se déplacent librement partout où bon leur semble, qu'on règle la question monétaire, qu'on règle la question du développement. C'est-à-dire que voilà, ceux qui ne sont pas développés, les pays qui ne sont pas développés, ont tendance donc à voir leurs citoyens partir, comme vous l'avez si bien rappelé. Ce n'est pas le rêve seulement de tous les Congolais, mais c'est le rêve de tous les jeunes Africains. Tout le monde rêve de partir chez lui pour aller hors de l'Afrique. La plupart du temps, c'est hors de l'Afrique. Et là, maintenant, on hérite des frontières, même là, on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on va chercher? C'est de l'argent qu'on va chercher. Nos frères qui sont de l'autre côté ne vont pas chercher du blé pour nous envoyer ici. C'est des euros vont chercher, c'est des dollars vont chercher. Est-ce qu'on ne peut pas les avoir sur place? Merci pour cette première édition de Tour de Table. Ce fut très enrichissant. Je retiens qu'il va falloir qu'on travaille à ce qu'on quitte Tripoli pour le Cap, à ce qu'on quitte Dakar pour Éthiopie sans pour autant se sentir comme des étrangers chez soi et qu'on travaille à ce qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait tout ce qu'il faudra pour que nous puissions nous sentir chez nous partout où nous serons sur cette planète. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau numéro de Tour de Table. À très vite. Merci.